Avec ce vidéo du chapitre 40 de mes notes de cours, je débute maintenant la troisième section correspondante de ces gains, la section 3.13, dont on peut prendre connaissance de l'aperçu à la page 311 de ces gains. Cette partie porte sur la capacité équivalente. Donc, dans les résumés, à la deuxième page du résumé, à la fin de cette deuxième page, on retrouve dans le bas la partie qui correspond. Il y a une analogie à faire avec ce qu'on retrouve pour des résisteurs en parallèle et en série, mais il y a aussi des différences majeures. Personnellement, des différences que je ne retiens pas par cœur, qu'au besoin, je vais revenir pour être sûr de ne pas me mêler justement avec les résistances. Donc, le premier cas qu'on va étudier, c'est les condensateurs en parallèle, parce que la formule correspond à ce qu'on retrouvait pour des résisteurs en série. Quand je vous dis qu'on peut faire un parallèle, mais c'est un parallèle croisé. Donc, le parallèle, la formule est identique à ce qu'on avait pour des résisteurs en série. Ça s'explique par le fait que dans les faits, les condensateurs sont parallèles, mais c'est comme si on les chargerait en série, un après l'autre. Si on veut, avec la même différence de potentiel, je vais charger tous les condensateurs que je vais avoir mis en parallèle, un à côté de l'autre. Donc, ils vont tous avoir des charges différentes, Q1, Q2. On peut remplacer ces condensateurs-là en parallèle par un seul condensateur. Et la charge de ce condensateur-là, ça va être la somme de la charge des condensateurs qu'on avait. Si on a une configuration à seulement deux condensateurs en parallèle, on peut faire un raccourci comme on faisait avec les résistances. En n'oubliant pas qu'on prend cette fois-là la formule de sommation, si on veut. Donc, c'est C1 plus C2. Évidemment, de par la caractéristique que c'est un branchement parallèle, la différence de potentiel qu'on retrouve ici, c'est la même différence de potentiel que je retrouve à chacun des condensateurs, et évidemment aussi au condensateur équivalent. Fait que c'est la formule qu'on a dans le coin ici, dire c'est la même de différence de potentiel partout. Pour le condensateur équivalent, j'additionne les charges qu'avait chacun des condensateurs, puis j'ai une formule pour calculer le condensateur équivalent. On peut faire un parallèle aussi parce qu'on peut faire ce qu'on appelle un diviseur de charge, donc pas un diviseur de courant, mais un diviseur de charge. Donc, je peux trouver la charge qu'a pris le premier condensateur si je connais la charge que le condensateur équivalent prenait, et je fais un rapport, un peu comme on faisait pour les résisteurs, et la charge que le premier condensateur va prendre va être proportionnelle à sa valeur par rapport à la valeur totale des condensateurs. Puis même chose pour le deuxième. La charge qu'il va prendre, ce deuxième-là, va être liée évidemment à la charge que prend le condensateur équivalent, puis il va prendre une proportion proportionnelle à sa valeur de condensateur comparée à la somme des condensateurs. Pour les condensateurs en série, c'est la correspondance croisée que je disais. La formule correspond à ce qu'on avait lorsqu'on faisait des résisteurs en parallèle. Donc, il faut faire attention. Encore une fois, on peut prendre un raccourci pour seulement deux condensateurs qui auraient été mis en série. Et là, ce qu'il faut remarquer, c'est évidemment, ça fait aussi l'effet d'un diviseur de tension, dans le sens que j'ai deux éléments en série, donc la tension totale va se répartir entre les deux, fait que j'ai l'équivalent d'un diviseur de tension. Diviseur de tension que je peux retrouver comme on avait fait aussi pour les résisteurs. Faire attention, cette fois-ci, la différence de potentiel va se répartir inversement proportionnel, ou en tout cas proportionnel au condensateur croisé, c'est-à-dire que si je veux la différence de potentiel aux bornes du premier condensateur, il va prendre une partie de la tension totale, mais une partie qui est proportionnelle à l'autre condensateur. On retrouvait le même genre de croisement là, dans les formules des résisteurs. Puis la deuxième différence de potentiel va être liée évidemment à la différence de potentiel totale, mais il va prendre une valeur qui est proportionnelle à l'autre condensateur, toujours par rapport à la somme des condensateurs. Ce qu'il faut surtout remarquer pour les condensateurs en série, je vous rappelle que le courant, les charges ne peuvent pas traverser le condensateur, ils peuvent circuler par l'arrière. Ce qu'on fait quand je mets une différence de potentiel aux bornes, je vais prendre des charges ici, puis je vais les envoyer de l'autre côté. Évidemment, ça va balancer, ça va rester neutre au total. Mais évidemment, le conducteur qui est trappé, si on veut, qui est bloqué à l'intérieur des deux condensateurs, globalement, lui, sera toujours neutre. Fait que si j'ai pris des charges en arrière ici, à l'aide d'une différence de potentiel, je les ai amenées ici, il est évident que j'ai la même charge en valeur absolue de ce côté-ci et à la fin. La charge qui va être de ce côté-ci va attirer une charge opposée
sur le conducteur interne puis qui va venir se placer sur la plaque ici. Puis l'inverse aussi, la charge qui était ici, qui avait la même valeur absolue qu'en haut, va attirer une charge opposée. Évidemment, tout ça nous fait dire que si le conducteur au centre est resté neutre, ben Q1 est égal à Q2. Donc, Séguin devrait l'expliquer aussi dans son livre, là. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il faut voir que la charge que j'ai sur les 4 plaques des 2 condensateurs qui sont dessinés ici, ça va être la même charge. Donc, c'est ce qui est mentionné ici, là, Q12. Évidemment, ça va être aussi la même charge que sur le condensateur équivalent. Q12 va être égal à Q1 et Q2, ce qui est différent de ce qu'on avait là, dans l'autre configuration. Donc, je ne me rappelle jamais de toutes ces formules-là. Ça fait longtemps que je les ai utilisées en plus, mais au besoin, je reviens, je prends mon temps, mais tout est indiqué ici.